Bungalow de Julien Blanc-Gras, chez Stock Éditions. Épisode laotien où l'on rajeunit sur le Mékong. Sit down, aboie le militaire, lunettes noires et uniforme kaki, en posture d'intimidation derrière son guichet miteux. J'ai bien envie de répliquer « Non, on dit « Good morning, sit down, please ». Mais je crois que ça ne jouerait pas en ma faveur. L'aboyeur en charge des formalités de sortie du territoire cambodgien inspecte mon passeport d'un œil suspicieux. Oui, je perçois la suspicion malgré l'opacité de ses lunettes. « Right hand. Could you put your right hand on the scanner, please? »« Look the camera. »« Would you be so keen as to look at the camera? $2. »« $2 for what? » Ça, je le dis à voix haute. « For the stamp. » C'est du racket, évidemment. Il n'est pas censé collecter $2 pour un tampon alors que je quitte le pays. Pour couronner le tout, le malotru ne dit pas merci. Cher douanier, je ne t'en veux pas de m'arnaquer, d'autant que j'étais prévenu. Ce poste frontière, perdu dans la pampa, est réputé pour être le royaume de l'entourloupe. Je sais que tu arrondis tes fins de mois de fonctionnaire sous-payé et que ces $2 ne pèsent pas sur mon budget. Je t'en veux de le faire brutalement, de prendre un plaisir malsain à exercer ton petit pouvoir de nuisance. Sache que ce texte te survivra et que des années après ton passage sur Terre, des lecteurs connaîtront ta nature de sale type. Ton âme médiocre restera coincée pour l'éternité au purgatoire des blaireaux. C'est mon petit pouvoir de nuisance à moi. Si on se laissait aller à des généralisations hâtives, on pourrait être tenté d'affirmer que tous les douaniers sont de gros bâtards, sont de fiefés gredins. Bien sûr, je ne m'abaisserai pas à formuler un propos aussi réducteur et essentialisant. Des douaniers, il y en a des biens. D'ailleurs, j'ai un ami douanier. Il ne constitue toutefois pas la majorité du genre. Ça, je peux l'affirmer du point de vue de celui qui a franchi des centaines de frontières sur tous les continents. Je pourrais raconter le douanier américain d'El Paso qui m'a demandé « Are you gay ?» quand je lui ai annoncé que je me rendais à San Francisco. Je pourrais raconter le douanier israélien qui m'a demandé « Are you Jew ?» en débarquant à Ben Gourion. Je pourrais raconter le douanier Bahreïni qui m'a demandé « Are you a journalist ?» avant de m'interdire l'entrée du territoire. Je pourrais raconter les douaniers comoriens qui m'ont reconduit de force dans l'avion après 3 heures d'interrogatoire vicieux, épisode mentionné dans le rapport 2021 du département d'État américain sur les droits humains. Ça fait chic sur un CV de reporter, la ligne « Expulsé manu militari d'une dictature », même si je n'ai fait que me prendre un coup de pied au cul. Je ne suis pas à plaindre car, bien que je sois tricard dans quelques autocraties susceptibles, mon passeport européen me donne accès sans difficulté à la plupart des territoires quand, faute de visa, tant d'autres se noient sur la route d'un hypothétique Eldorado. Tout bien considéré, il y a 2 sortes d'hommes dans le monde, ceux qui restent chez eux et les autres. J'avais placé cette citation de Rudyard Kipling en exergue de mon premier roman. Je me permets d'étendre et d'actualiser le propos. Tout bien reconsidéré, il y a 2 sortes d'humains dans le monde. Ceux qui restent chez eux et les autres, ceux qui ont les moyens de sortir. Le hippie, tapi en moi, rêve d'une société idéale où chacun serait libre d'aller et venir, où les frontières seraient abolies, où les douaniers seraient des créatures mythologiques effrayantes, des trolls disons. Un monde où l'homme serait un frère pour l'homme, et pour la femme aussi, et si on ne parvient pas à se traiter en frères et en sœurs, on pourrait au moins se comporter comme des cousins. Allez, des cousins issus de germains par alliance. D'ailleurs, nous sommes tous des descendants d'ancêtres communs venus d'Afrique, alors on pourrait faire un effort pour harmoniser ce grand banquet familial qu'est notre passage sur cette belle planète, mais ne nous berçons pas d'illusions. Ce n'est pas près d'arriver, frères. Nous venons de quitter le Cambodge. Nous traînons nos valises et notre enfant entre 2 pays sur un terrain poussiéreux. À midi,
sous 39 degrés. Il n'y a ni ville, ni village autour de nous. Juste 2 guérites qui se font face dans les tréfonds ruraux de l'Indochine. L'enfant est fasciné par le concept de No Man's Land. Oui, fils, ici, ça n'appartient à personne. Devant nous, le poste laotien. Je ne viens pas couvrir de manifestations, je n'ai aucune velléité d'enquête sur la corruption du pouvoir en place. Je ne suis qu'un gentil touriste qui vient dépenser son cash. Pourtant, à l'aune de mes expériences passées, un certain stress m'étreint. Je sais que Google peut me trahir. Mon nom dans le moteur de recherche est associé aux termes écrivain et journaliste, qui font teinter un signal d'alarme chez nos amis les douaniers dans les nombreux pays où l'état de droit n'est pas la norme. L'officier dit bonjour et nous fournit les formulaires d'immigration dans lesquels il faut remplir la case race. Il ne s'enquiert pas des raisons de notre venue et se contente de nous soulager de 40$ par personne pour l'obtention du visa. C'est le tarif légèrement amendé. Au moment de me rendre mon passeport, il dit d'une voix douce « It's $2 for the stamps, please ». Voilà, lui au moins, il me vole poliment. Une vache entre dans un restaurant. Ce n'est pas le début d'une blague, c'est une scène dont nous sommes témoins. La patronne la chasse d'une claque sur le postérieur en maugréant. « Elle vient de bouffer mes pastèques !» 2 jeunes Espagnols trempent leur string dans le Mékong devant un Allemand à dreadlocks qui fait mine de les ignorer. Une fille de 8 ans, cartable mulane sur le dos, fait démarrer sa moto pour se rendre à l'école. « Non, fils, on ne t'achètera pas de moto pour aller en classe. Ça ne marche pas comme ça en France. » Nous venons de débarquer à Sifandon, l'archipel des 4000 îles, ce qui ne semble même pas exagéré. Le fleuve est si large que l'on ne distingue plus vraiment les îles du rivage. Tout d'écho, végétation et splendeur. C'est une longue galère pour arriver ici, raison pour laquelle cet endroit est précieux. Dondet, petite île triangulaire, abrite un village traversé d'une unique rue où se succèdent guest houses sur pilotis, restaurants et bureaux d'excursion proposant des half-day kayak trips ou des sunset boat quiz. Vie des habitants, les pères partent au champ ou à la pêche avant le jour, les mères s'occupent des gargotes, les mamies tiennent les boutiques. On économise ses gestes, on existe lentement. Pas de voiture à Dondet. On se déplace en pirogue, à moto ou à vélo. Le village de pêcheurs originel s'est mué en village de backpackers, alimenté par un flux de jeunes Européens, sacs au dos, traînés par la douceur de vivre. L'herbe en vente libre et la possibilité de se loger pour $2 la nuit. Le prix d'un tampon à la frontière. Ce n'est pas une destination familiale. Il ne me faut pas longtemps pour constater que l'enfant est le plus jeune touriste de l'île et que je suis le plus âgé. L'angoisse. Notre nouveau bungalow rustique est doté d'une terrasse, elle-même dotée d'un hamac se balançant sur le Mékong, compensant le fait que nous sommes parfois réveillés par une blatte gambadant sur le matelas. Je me lève avant l'aube, enfourche un vélo pour longer ce fleuve qui charrie une mythologie coloniale dans ses eaux descendues de l'Himalaya. La vie de la rivière dégage une sérénité mystérieuse. Bon sang que cette phrase est nulle. Je rejoins ma famille pour le petit déjeuner, à l'issue duquel l'enfant veut jouer à la pétanque. Il y a un boulodrome impeccable juste derrière notre chambre. Nous lisons aux heures chaudes, enchevêtrés sur le grand lit formant un cocon de quiétude et d'amour. Nous explorons les environs aux heures fraîches, aux heures moins chaudes. Nous traversons le vieux pont français pour accéder à l'île voisine de Doncon, zigzagons jusqu'à la cascade de Liffey, qui n'a rien à envier aux chutes du Niagara. Perché au-dessus des flots bouillonnants, l'enfant est saisi par la puissance dramatique des éléments. Ne dépassez pas la barrière, intime un panneau soucieux de notre sécurité. Dommage qu'il n'y ait pas de barrière. Plus loin, un écriteau signale une swimming area, sur un méandre tranquille formant une mare parcourue d'une onde légère et s'achevant sur un petit rapide. Je vais m'y tremper avec l'enfant pendant que la femme va profiter de son temps calme au café du coin. Nous avons pris l'habitude de nous ménager ces espaces de solitude au quotidien, dans un relais parental essentiel au maintien de la santé mentale collective. L'enfant batifole dans la vase, tente des ricochets, joue à Tarzan en se pendant aux lianes. Mon fils nage dans le Mékong.
petit Mowgli épanoui. « Je peux aller là-bas, vers le rapide ?» ?»« Oui, tu peux si tu ne tombes pas dedans. » Il est à pied, l'eau est calme, en apparence. « Papa! Papa !» panique soudain l'enfant. Il est entraîné par le courant. Je me précipite, le rattrape et l'agrippe, me retrouve emporté moi aussi. Le rapide se rapproche. On ne va pas mourir. C'est un petit rapide, quelques gros cailloux, 3 ou 4 mètres de remous, on est les mêmes dans l'allier. Mais si nous basculons, nous serons des poupées sans contrôle sur nos corps brinque-ballés entre les rochers. On peut très bien s'exploser le crâne ou se briser un fémur. En 3 secondes, nous sommes passés de parfaite sérénité à « nous sommes en danger ». « Accroche-toi à moi !» Il entend « étrangle-moi !» et serre mon cou avec la force qu'engendre la peur. Le courant se fait de plus en plus puissant. Je freine des 2 pieds, m'accroche aux branches qui pendouillent, me cogne sur les pierres, parvient à nous immobiliser juste au bord du rapide. Se relever, sortir de l'eau avec un enfant pendu au cou et une bosse sur le genou. « Pardon, papa, pardon !» répète l'enfant en se serrant contre moi. Je sens son cœur battre vite et fort, à moins que ce ne soit le mien. Je ne sais pas trop pourquoi il s'excuse, car c'est mon rôle de faire en sorte qu'il reste en vie. De retour au boui-boui où la femme prend son café. « Maman, on a failli mourir !»« Comment ça ?» Il exagère. Lové sur les genoux de sa mère, l'enfant raconte que je lui ai sauvé la vie. Narration excessive qui toutefois m'arrange dans la mesure où une partie de moi culpabilise d'avoir entraîné ma progéniture dans une situation périlleuse. On trouve une 2e cascade à Duncan, encore plus spectaculaire paraît-il. Pour y accéder, il faut traverser un pont suspendu très haut au-dessus du fleuve déchaîné et surmonté d'un écriteau « No entry bridge under maintenance ». C'est un étroit pont de cordes et de planches où il manque 2 planches sur 3. Un pont gruyère parfait pour tourner un remake fauché d'Indiana Jones. Un faux pas et c'est la chute mortelle sans aucun doute. 2 jeunes routards téméraires passent prudemment. Je ne traverserai pas ce pont avec mon enfant. Tant pis pour la jolie cascade. Une frayeur par jour, c'est suffisant. Mis à part cette montée d'adrénaline, le temps s'écoule sans bruit aux 4000 îles. Une semaine s'évapore dans une routine faite de balades, de baignades, en eau calme, et d'une grande variété de plats aux noms compliqués et immanquablement composés de riz et de poulet. Nous consacrons une part non négligeable de notre énergie à cette activité aujourd'hui oubliée en Occident, ne rien faire. S'asseoir autour d'un jus de fruits, bavarder avec la patronne de la guest house ou nos voisins de bungalow, regarder le fleuve, prendre des notes si on a le courage. La femme écrit, beaucoup, plus que moi. Je n'ai absolument pas le droit de me pencher sur son épaule pour avoir une idée du contenu de sa prose. J'imagine quelque chose comme « Quelle chance d'être accompagné d'un homme plein d'initiative, qui m'entraîne dans des aventures palpitantes à la découverte de contrées exotiques, tout en étant ce modèle de tendresse, d'humour et de bienveillance, dont le charme s'accroît avec les années. La vie à ses côtés est un chemin de plénitude, pavé de pétales de rose. » Oui, ça doit être ça. Ou peut-être « Je n'en peux plus. L'autre con a failli tuer mon fils avec son comportement irresponsable. La vie est une succession de journées d'un ennui profond dans le trou du cul du monde. Je suis accablé par la chaleur, les blattes et son humour lamentable. Pourquoi n'ai-je pas épousé un trader? Qu'est-ce que je fais ici? Au secours !» L'enfant, lui, semble s'être accommodé du rythme de notre équipée. Alternance de mouvement et de stase, d'excitation et de contemplation. Le soir, au sortir du restaurant où nous avons dîné de poulet au riz assis en tailleur sur des paillasses, il affirme sous le clair de lune « J'adore vivre ». Une petite horde de jeunes gens torse nus et verre en main gigotent dans le Mékong, mi-immergés, mi-murgés, face au coucher de soleil. Nous sommes laissés tenter par la Sunset Boat Cruise. 30 minutes en pirogue pour accéder à cet îlot idyllique, transformé en beach club sauvage. Une enceinte crache du rap américain, une glacière fait office de buvette. Femme, on a 20 ans de plus qu'eux. Et alors? Faut faire bonne figure pour ne pas passer pour des croulants. Rentre le ventre. L'enfant, seul spécimen de son espèce,
Dans cet environnement, est vite adopté comme mascotte par la foule, rôle qu'il adopte avec flegme en se faisant offrir un coca. Nous optons quant à nous pour un coca augmenté de rhum. Nous voilà mi-immergés, mi-murgés dans le fleuve éternel en gigotant sur les sons de Dr. Dre, du rap de vieux. Abdos contractés pour tenter de faire illusion parmi la jeunesse. Ils sont aimables, ces jouvenceaux. Ils fument, ils boivent, ils prennent l'avion, loin des stéréotypes souvent accolés à leur génération, censés être hygiénistes, puritaines et éco-paralysés. Vingtenaires des classes moyennes occidentales, ils voyagent pour 3 sous, cela coule douce et s'accouplent au gré des étapes. Ils découvrent d'autres univers loin de leur base, suivent les mêmes routes, prennent des vaches en photo et se tatouent pour ne pas oublier en rentrant chez eux et dans le moule qu'ils ont été libres pendant quelques mois. Je les envie un peu, même si, finalement, la femme et moi dansons mieux qu'eux. J'affirme évidemment ceci sous l'effet de l'alcool qui dérègle mes perceptions. Ces jeunes travelers, j'étais à leur place 20 ans plus tôt, seul avec mon sac à dos et sans la Wi-Fi. Je mesure la chance que j'ai eue de bourlinguer avant qu'Internet n'enveloppe la planète. Pas de Google Maps, pas de Booking, pas de TripAdvisor. Je voyageais à tâtons. Il fallait trouver un cybercafé. Vous vous souvenez? Pour envoyer un mail. Je ne savais pas quand j'arrivais ni où je dormais. Je perdais du temps, je me perdais et c'était bien. Dans l'immédiat, je commence à avoir du mal à respirer, à force de contracter les abdos. Retour en barque dans le crépuscule, assis sur la proue, l'enfant entre mes jambes. Mes orteils frôlent la surface de l'eau et je suis traversée par cette pensée presque dérangeante. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux. Ça ne m'arrange pas forcément sur le plan de l'écriture. On ne peut pas déverser sa plénitude pendant 300 pages, c'est mal poli. Le bonheur n'est pas recommandé en littérature. Heureusement, il ne dure jamais bien longtemps. Je savoure cet instant car je sais qu'il ne se reproduira pas. Le futur de ces 4000 îles semble écrit d'avance. Si l'industrie lourde n'a pas encore galvaudé les lieux, cela ne saurait tarder. La guest house familiale reste la norme, mais des hôtels de 4 étages sont en construction. On imprime déjà des t-shirts « Been there, done that ». J'ai vu passer des jet skis. Un jour, la route sera meilleure, les tours opérateurs débarqueront et les routards changeront d'île pour laisser la place aux autocars du tourisme canalisé. Dans 10 ans, notre fils sera adulte et la Dundee d'aujourd'hui aura disparu. Le Mékong, lui, n'aura pas bougé. Il en a vu d'autres. Nous passons notre dernière soirée sur l'île dans un établissement dont le nom tient lieu de programme. Le Reggae Bar est une bicoque ouverte sur le fleuve qu'une équipe de gentils rastas blancs fait tourner avec une efficacité étonnante quand on sait le taux de THC circulant dans leur organisme. On y vend des bières et de la bœuf au comptoir, sur lequel trône une balance. Les bons comptes font les bons amis. La musique est adaptée. Un règlement interne interdit de diffuser autre chose que Bob Marley. Les pizzas savoureuses et une slackline traversent la pièce à 50 cm du sol. Cette corde de funambule prisée de la grande internationale des babos aimante l'enfant qui affectionne les défis physiques. C'est de son âge. Il évalue ses capacités et les limites de son corps sur l'espace. Ce n'est pas facile la slackline. Marcher sur ce fil, ne serait-ce que quelques mètres, nécessite de longues heures de pratique. L'enfant monte et tombe, et monte et tombe. Un jeune Français torse nu et tatoué, on peut lire sur son dos « Ne grandissez pas, c'est une arnaque », s'approche de notre fils pour lui dispenser quelques conseils. Respire, focalise, regarde l'horizon, je ne peux que souscrire. L'enfant monte et tombe sans s'agacer. La persévérance de ce gosse me laisse pantois. Si seulement il était aussi motivé pour faire ses devoirs. On n'est pas censé faire l'école à notre fils. Je veux dire, plutôt que de le traîner dans le point de deal officiel du village. On n'a qu'à dire qu'il est en train de faire son cours de sport. Bien vu, ça fait partie du programme après tout. L'enfant monte et traverse la pièce en marchant sur le fil. Ce que j'aimerais avoir 9 ans pour apprendre aussi vite. Je dégaine mon téléphone pour capturer la victoire, figer cette joie fugace. Je le sais,
Je filme trop pour quelqu'un qui professe l'attention à l'instant présent. Peut pas m'empêcher. Il doit y avoir une part de pensée magique dans ce rapport à l'archivage. Comme si fixer une image du bonheur fixait le bonheur. Encapsuler le moment, l'enfermer à double tour sous des millions de pixels et le garder sous la main, au cas où. Il n'existe aucune vidéo de mon enfance. Cette époque où on ne se baladait pas avec une caméra dans la poche. J'ai des photos. Je connais ma bouille à 9 ans. Je ne sais rien de mes expressions, de ma voix, de ma façon de bouger à l'école primaire. Mon enfance est un continent qui dérive au loin, irrémédiable, tectonique des âges. Une terre heureuse vers laquelle je ne me suis jamais trop retournée parce que l'avenir me tendait les bras et que je ne jugeais pas pertinent de m'éparpiller dans la nostalgie. Mais je vieillis et j'ai désormais plus de passé que d'avenir. Des sensations d'enfance se réactivent au contact du fils. Des souvenirs cornés par le temps rejaillissent sans crier gare, alors qu'on n'avait rien demandé. On les réinterprète, filtrés par le nuage de la mémoire, cette belle traîtresse. L'enfance de mon fils, elle est sanctuarisée dans le cloud. Il pourra se voir grandir si ça l'intéresse. La femme dispose d'une seule photo d'elle avant ses 2 ans. C'est le portrait d'identité de son dossier d'adoption. Une petite trogne derrière une pancarte indiquant sa date et son nom de naissance. Une toute petite fille qui ne sait ni d'où elle vient ni où elle va, ignore qu'elle va changer d'état civil pour grandir sur un autre continent, très loin de ceux qui l'ont mise au monde. La femme connaît ensuite l'existence banale d'une gamine française d'une ville moyenne dans les années 1980. Il lui manque juste une pièce du pulse de son enfance, la première. « Dis-moi, tu voudrais aller dans quel pays après ?»« Qu'est-ce que tu proposes ?» répond la femme. « On pourrait regarder les billets pour la Corée ?»« Peut-être. »« On n'est qu'à 6 heures de vol ?»« Oui, et les températures seront plus clémentes. » Il fait chaud. C'est la phrase que nous prononçons le plus souvent depuis le début de nos pérégrinations. D'un temps excédé la plupart du temps. Il ne fait pas chaud, il fait trop chaud. Une canicule qui altère les journées, contraint à s'adapter, fait renoncer à des projets. Ce n'est pas seulement un point de vue d'Européens habitués au climat tempéré. Même la presse française titre sur la fournaise en Asie. Des records de température ont été enregistrés ces derniers jours dans la région jusqu'à 45 degrés. Le changement climatique gâche notre voyage. Notre voyage contribue au réchauffement. Dissonance cognitive, bonjour. Comment l'enfant considérera-t-il cette aventure quand il sera un jeune adulte et que la situation environnementale se sera aggravée? J'aime à penser qu'il se dira « Quelle chance d'avoir eu des parents qui m'ont emmené à la rencontre du monde, de ses splendeurs et de sa diversité, élargissant mes horizons pour faire de moi l'homme conscient, ouvert et épanoui que je suis aujourd'hui. » Il existe néanmoins une possibilité que ce soit plutôt... Mon père m'a entraîné dans son entreprise criminelle de destruction de la planète, me forçant à prendre des avions sans s'assurer de mon consentement éclairé, faisant de moi un complice de l'écocide en cours. Je vous propose de faire mon procès tout de suite, comme ça on sera débarrassé. Accusé, levez-vous. Déclinez votre identité et votre profession. Blanc, gras, Julien, je suis écrivain. Puis baissant la tête. Écrivain voyageur. Murmure outré dans la salle d'audience. L'avocat général, Setwin, attaque bille en tête. Écrivain voyageur, tiens donc. Alors comme ça, on a passé sa vie à prendre des avions. Pas tant que ça, beaucoup moins que d'autres. Pourtant, au début de ce chapitre, vous affirmez, je vous cite, avoir franchi des centaines de frontières. On se vante en plus. Attention, je n'ai pas franchi chaque frontière en avion. Par exemple, quand je me rends en Suisse ou en Belgique, je prends le train. Et au Congo, au Chili, au Laos, vous y êtes allé à vélo? Ricanement dans l'assistance. Je fais des efforts de sobriété, vous savez. J'ai tenté de faire le tour du monde en train pour équilibrer mon karma carbone et montrer le bon exemple. J'avais vendu le projet à mon éditeur, puis il y a eu le Covid et la guerre en Ukraine, impossible de traverser la Chine et la Russie.
Comment voulez-vous que je voyage écologiquement si Poutine et Xi Jinping conspirent pour m'en empêcher? L'avocat général se vicieux. Il suffirait de ne pas voyager. Mais c'est mon métier. Vous irez raconter ça à vos petits-enfants qui vivront sous 50 degrés. L'assistant s'approuve. Il faut que je contre-attaque. Je tiens à rappeler que la crise environnementale est un thème qui traverse la plupart de mes livres. J'ai consacré un ouvrage aux îles Kiribati, menacées de submersion par la montée des eaux. J'ai payé de ma personne pour documenter la face humaine du changement climatique à l'époque où le sujet n'était pas à la mode. Je peux affirmer que j'ai participé à la prise de conscience. Alors, je n'ai pas de leçons à recevoir de ronds de cuir qui ne font qu'exposer leur vertu en restant le cul collé sur leur fauteuil. Mon avocat grimace pour me faire signe de me calmer. Soudain, confusion et chahut dans la salle. Une militante au sein nu peint en vert surgit, munie d'une pancarte « Balance ton aéroport ». « Évacuez cette personne !» s'étrangle la présidente. « On n'est pas au cirque !» L'activiste se met à sconder « Voyageurs, violeurs de la planète !» avant d'être ceinturé par la sécurité. Le calme revient, j'enchaîne. Si je voyage, c'est avant tout par goût pour l'altérité, pour montrer que ce qui relie les humains est plus fort que ce qui les sépare, pour valoriser l'esprit de tolérance dans une époque qui en manque tant, parce que chaque étape nous enseigne la nuance, cette notion qui, hélas, n'a plus vraiment le vent en poupe. On les connaît, vos éléments de langage humaniste, rhétorique de boomer. Il suffit d'aller sur Internet pour connaître l'autre. C'est faux. Les réseaux sociaux ne produisent que du clivage et du ressentiment. Le voyage est l'antidote à l'épidémie de narcissisme qui ravage nos intimités et conduit à la guerre de tous contre tous. Sortez de chez vous. Je rappelle que le streaming génère plus de gaz à effet de serre que le transport aérien. Blâmez Netflix et arrêtez de me saouler parce que je prends l'avion 3 fois par an. Mon avocat fait non, non, non de la tête. Bien, nous allons passer à la délibération. Accusé, avez-vous un mot à ajouter? Oui, j'ai calculé mon empreinte carbone. Elle n'est pas si terrible que ça. Je n'ai pas de voiture, je roule à vélo, je mange moins de viande, j'ai un lombricomposteur sur mon balcon et je fusille tous les gens qui possèdent plus de 2 pantalons. Je suis un bon bobo, madame la présidente. Je peux vous le prouver. Regardez, j'ai les factures de mes paniers bio à la map. Et donc? Donc je plaide coupable, mais pas trop. Je me tourne vers mon avocat. J'étais bien là, non? Oui, enfin, on va attendre le verdict. Qui tombe 1 minute plus tard. Le tribunal vous a reconnu coupable de complicité d'apocalypse avec préméditation. Vous êtes déchu de vos droits littéraires et condamné à rester chez vous. Vous ne pouvez pas me faire ça! Il fallait y penser avant, monsieur Blangras. Qu'est-ce que tu marmonnes? Quoi? Tu parles tout seul, ça m'empêche de dormir. C'est rien, mon amour, rendors-toi, j'écris un chapitre dans ma tête.